Bonjour Florence Bouteille, Bonjour. vous êtes la présidente d'une association, SFMI, syndicat des familles monoparentales de l'Isère, et la vice-présidente du SNFM, le syndicat national des familles monoparentales, depuis plus de 15 ans maintenant. Oui, en effet. D'ailleurs, comment ne pas être attaché sentimentalement à une association qui existe depuis plus de 50 ans maintenant et qui a toujours œuvré pour le soutien des familles monoparentales et des familles en cours de séparation, quel que soit le schéma parental. Justement, quel est votre engagement envers ces familles? Alors notre engagement est d'une part le soutien moral de ces familles en cours de séparation ou déjà séparées ou de parents seuls, et d'autre part la défense des intérêts matériels de ces familles auprès des pouvoirs politiques et des pouvoirs publics. Vous vous dénommez syndicat des familles monoparentales. Alors, syndicat, association? Oui, en effet, syndicat ou association. Nous sommes une association loi 1901, association classique, et le terme syndicat, en fait, peut surprendre, il est lié à notre histoire. Racontez-nous. Alors, le syndicat des familles monoparentales a été créé en 1966 à Nice et son nom était au démarrage syndicat des femmes chefs de famille. Vous voyez, je vais trop vite. Donc, des femmes chefs de famille, ce qui n'est pas neutre dans tout l'esprit de cette association. Et puis, la société évoluant, comme vous le savez, les divorces commençant à être de plus en plus nombreux, les familles monoparentales ont vraiment vu leur nombre augmenter et ce terme a été reconnu officiellement. Du coup, en 1968, à Grenoble, Marie-Aimée Bénistant, une femme engagée, militante, vraiment qui a beaucoup œuvré pour ces familles monoparentales, a créé une association, donc à Grenoble, je le redis, qui s'est appelée à ce moment-là syndicat des familles monoparentales et donc de l'Isère. Et depuis lors? Alors, depuis lors, nous tentons de poursuivre tout ce qu'a fait Marie-Aimée Bénistant, et depuis lors, nous continuons à accueillir des familles séparées en cours de séparation, et comme je vous l'ai dit, quel que soit le schéma parental, c'est important. Nous accueillons aussi bien des femmes, des hommes, peu importe les modèles que nous connaissons aujourd'hui dans les familles. Revenons maintenant à vos missions. Pourquoi un parent, un couple en cours de séparation, vient vous voir? Eh bien, un parent peut venir nous voir, déjà, pourquoi? Parce qu'il va trouver un accueil basé sur la confidentialité, le respect, l'écoute, la bienveillance. Ainsi, il peut expliquer toutes ses difficultés en toute confiance. Nous l'aidons à mieux s'informer sur sa situation, car ça va l'aider à prendre des décisions. Nous l'aidons à gérer sa nouvelle situation familiale, par exemple. Nous l'orientons et l'accompagnons vers des structures administratives, vers des structures institutionnelles. Nous pouvons lui proposer également un rendez-vous avec un avocat, un psychologue, je dis un ou une, bien sûr, psychologue, une conseillère conjugale et familiale, un coach de vie, par exemple. Nous proposons aussi des temps de rencontre avec d'autres parents, et ces temps sont importants pour pouvoir échanger, partager. Et là, nous mettons en place des groupes de parole, des sorties, des ateliers de formation, des conférences par exemple. En effet, vous avez organisé des conférences qui ont fait du bruit dans le Landerneau. Oui, nous avons organisé de nombreuses conférences. Je pense que vous faites référence à 2 journées débat, de mémoire 2012 et 2011. Ces 2 journées débat avaient pour thème famille et homosexualité. À cette occasion-là, nous avions accueilli l'association Le Refuge, qui démarrait et qui aujourd'hui est très connue. Et nous avons aussi organisé une autre journée débat qui s'intitulait Handicap et vie affective. Et quand on parle de vie affective, bien évidemment, on va parler de sexualité. Donc, pour cette journée débat, nous avions fait venir une personne qui est connue, qui est une assistante sexuelle. Et là, vous savez que c'est un sujet assez tabou en France. Et est venue également une personne qui
est très engagée sur cette question-là, qui est Sheila Warenburg. Depuis, et de toute façon, j'allais dire depuis avant même, nous organisons régulièrement des conférences, souvent avec des psychologues, des thérapeutes, des médecins. Et par exemple, on a eu comme thème de conférence pouvoir et autorité dans l'éducation des enfants. Et récemment, tout récemment, à Saint-Clair-du-Rhône, nous avons organisé une conférence avec une psychologue et une médecin homéopathe qui était intitulée « Le corps pour le dire ». Les différentes étapes de développement de l'enfant. Vous avez aussi défendu des causes bien précises et eu des résultats concrets. Complètement. Et là, j'allais dire, nos résultats concrets sont vraiment en lien là, avec les actions que l'on met en place auprès des pouvoirs publics et auprès des pouvoirs politiques. Alors, nous avons beaucoup œuvré pour le statut du beau-père, car les familles divorcent, les couples divorcent, et je redis, et cela continue à augmenter, et en même temps, des familles se recomposent, se reconstituent. Il y a donc de nouvelles familles, et l'enfant a un parent biologique et un beau-parent. Donc nous avons beaucoup fait pour ce statut du beau-parent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 2,6 millions de familles monoparentales et plus de 7% des enfants vivent avec un parent et un beau-parent et plus de 18% vivent avec un seul parent. Donc ces chiffres en plus sont inférieurs à la réalité. Donc nous avons obtenu de nombreux résultats concrets, comme vous me le disiez. Par exemple, l'égalité entre tous les enfants en termes de filiation. Ça, c'est très important. Ça, c'est très vieux, c'était en 1972. On a également pu obtenir la récupération des pensions alimentaires, d'abord sur salaire, d'abord par voie d'huissier, et en lien avec le trésor public, ensuite donc huissier, trésor public, et ensuite on a pu obtenir le recouvrement des créances alimentaires par la caisse d'allocation familiale. Donc ce n'est pas rien. Ensuite il y a eu l'allocation parents isolés en 1976, je ne me trompe pas dans les dates je crois, puis la possibilité, je vous donne quelques exemples, la possibilité pour l'enfant d'adjoindre le nom de sa mère à celui de son père en cas de divorce. Et vous savez déjà ô combien en France, ce n'était pas du tout une tradition, contrairement à d'autres pays européens. Donc il y a des enfants qui ne voyaient jamais leur père, je prends cet exemple-là, qui avait été reconnu par leur père, qui avait le nom du père, et qui ne pouvaient pas mettre le nom de celle qui les élevait. Donc ça, c'est une chose importante également. Qu'est-ce qu'on a pu aussi obtenir? La pension de reversion pour l'ex-conjoint divorcé, le partage des parts fiscales, j'allais vous oublier, très important. Alors ça, vous le savez certainement, l'autorité conjointe parentale, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une évidence, mais ça ne l'était pas avant. Et par exemple, des petites choses, et c'est très important dans l'éducation des enfants. Par exemple, l'envoi des bulletins scolaires aux deux parents. Vous voyez l'intérêt de cette action-là? L'intérêt, c'est que ça crée du lien, c'est que le père, si ce n'est pas lui qui vit avec l'enfant, ou la mère, si ce n'est pas elle qui vit avec l'enfant, a encore un œil, c'est moche de le dire comme ça, mais je vais le dire simplement, qui a encore un œil sur l'enfant et qui va se sentir concerné par la scolarité de son enfant. C'est très très important pour les parents et du coup pour l'enfant, ils se sont soutenus par les deux parents pendant sa scolarité. Vous voyez que ça a l'air presque anodin et que c'est très très important. Bon, je ne vais pas vous expliquer toutes les autres actions que nous avons mis en place. Par exemple aussi, c'est important, la prise en charge des soins médicaux par la sécurité sociale au choix des parents, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, mais vous faites partie de réseaux associatifs très connus. Oui, de plusieurs. Par exemple, à une époque du planning familial, souvent de CCAS, mais je vais vous parler simplement de deux structures associatives connues que sont l'UDAF et l'UNAF. Alors l'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales. Donc nous sommes administrateurs, j'allais dire là en l'occurrence je suis administrateur au sein de l'UDAF. Et également, nous sommes au niveau du syndicat national, nous sommes membres associés à l'UNAF. Donc c'est comme l'UDAF mais au niveau national. Et là vraiment, ça permet encore, grâce à ces structures et avec toutes les actions des associations familiales, d'agir en faveur des familles. Il y a toujours un engagement fort, il y a des valeurs fortes
pour les familles. Florence Bouteille, merci pour toutes les explications. Pour conclure, Eh bien, pour conclure, je vous dirais que nous tentons de percevoir encore des subventions, puisque c'est ce qui nous permet de fonctionner. Nous ne demandons pas des subventions énormes, c'est juste des subventions de fonctionnement ou pour nous aider dans des projets modestes, j'allais dire petits, on va dire modestes. Et puis, nous avons aussi, par le biais de nos adhérents, une adhésion qui est au choix de 3 € à 25 €. C'est certain que c'est souvent plus un geste symbolique qu'autre chose. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez donner plus et être un donateur, un bon et gentil et grand donateur. Je vous remercie beaucoup.